Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Monsieur Kirk était l'ennemi des wokistes et le lui rendait bien par la haine. Alors, son slogan à lui, c'était liberté. Il est partisan de la famille traditionnelle, la foi chrétienne. Il était chrétien évangéliste. Le libre port des armes à feu, ça c'est très américain. Le rejet de la plupart des mesures de confinement du Covid-19 et le rejet de la culpabilité des Blancs du seul fait d'être blanc. Alors là, ça ne va pas du tout pour les wokistes. And when you look at the agitators, you look at the scum that speak so badly of our country, the American flag burnings all over the place. That's the left, that's not the right. Vraiment, je vais vous parler sincèrement. La violence des gens d'extrême gauche aujourd'hui, ça me fait peur. La mémoire commune. Notre nation est en train de mourir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il y a encore eu une fusillade dans une université américaine. La bonne, c'est que le seul mort, c'est Charlie Kirk, un influenceur pro-armes d'extrême droite. Il est un peu le revenant de cette rentrée politique. Philippe de Villiers, ancien candidat à la présidentielle, réclame un référendum sur l'immigration au travers d'une pétition. Ça rentre pas dans l'article 91 de la Constitution, le référendum sur l'immigration. Oui, 11. Bah si. Bah non. Bah si. Ben non. Non. Ben non. Qu'est-ce qui vous oppresse le plus, vous ? Le prix de votre loyer ou l'immigration ? Le prix de mon loyer ? Le 9 septembre 2025, Emmanuel Macron, chef de l'État français, a nommé Sébastien Lecornu Premier ministre. 10 ans plus tôt, au mois de décembre 2015, juste après les élections régionales dont le second tour avait été remporté par son parti de droite, cet intéressant personnage avait confectionné un tweet qui a récemment été exhumé par des internautes et dans lequel il expliquait, je cite, « Dans les autres démocraties, quand on a été battu, on ne revient pas. C'est une exception française et ce n'est pas une bonne exception. » À l'époque, c'est le Parti socialiste qui était aux affaires et Lecornu déplorait donc qu'après avoir perdu une élection, ce parti de gauche de droite ne cède pas sa place et il faut reconnaître que ce magnifique attachement à la démocratie était profondément émouvant. Mais hélas, il semblerait qu'il n'ait pas résisté au passage du temps puisque 10 ans plus tard, le même Lecornu, au lieu de lui rappeler que c'était la gauche de gauche qui avait remporté les élections législatives au mois de juillet 2024 et qu'il fallait que le parti présidentiel se décide à reconnaître sa défaite, s'est empressé d'accepter le poste que lui a offert Macron le 9 septembre. Ce très illégitime Premier ministre, qui doit sa nomination à un coup de force caractérisé, considère donc aujourd'hui qu'en France, quand on a été battu aux élections, on peut tout à fait se cramponner au pouvoir comme une moule à son rocher. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. Ce qui revient à reconnaître, si l'on se réfère à ce que lui-même écrivait en 2015, que la France n'est plus une démocratie. On commençait à le soupçonner, mais il est toujours utile de le faire confirmer par l'un des principaux bénéficiaires de ce basculement autoritaire. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Le 10 septembre 2025, le propagandiste d'extrême droite Charlie Kirk a été tué aux États-Unis par un jeune homme dont on ne sait à peu près rien des motivations au moment où cette chronique est enregistrée, mais dont le président états-unien Donald Trump et ses partisans d'extrême droite ont immédiatement instrumentalisé le crime pour promettre une vengeance implacable contre la gauche américaine, à laquelle ils imputent la responsabilité de cet assassinat. Nous devons parler de ce mouvement d'extrémisme de gauche incroyablement destructeur qui s'est développé. Il n'y a aucune unité avec ceux qui célèbrent l'assassinat de Charlie Kirk. En France, l'extrême droite s'engouffre bien sûr dans la brèche, après avoir souligné à quel point Kirk était, je cite, charmant, séducteur, charismatique. On a vu comme il était charmant, séducteur, charismatique, et vraiment c'est une énorme perte, c'est vraiment un drame. L'agitateur Éric Zemmour, condamné pour provocation à la haine raciale ou religieuse et pour contestation de crimes contre l'humanité, soutient par exemple sur LCI, qui lui ouvre complaisamment son antenne, qu'il y a selon lui un rapport consubstantiel à la violence. Et conteste aussi la réalité abondamment documentée des violences d'extrême droite qui ont fait, comme le lui rappelle tout de même son intervieweur, beaucoup de victimes de gauche. Le 14 juillet 89, la Révolution, il y a une chose qu'on nous raconte moins. C'est que quand les sans-culottes, le peuple de Paris, comme on dit, a pris la Bastille, il est ressorti avec, au bout d'une pique, la tête
du gouverneur de la Bastille, M. Delaunay. À l'Assemblée, il y a un leader révolutionnaire qui a fait un grand discours et qui a posé cette question. Mais ce sang était-il si pur ? Ça veut dire qu'on peut tuer les gens qui ne sont pas de gauche parce qu'ils sont coupables par nature. C'est ça le problème de la gauche. La gauche ne débat pas, elle guillotine. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle ? Le 14 septembre, Laurent Wauquiez, organisateur bien connu de dîners de gala à plus de 100 000 € financés par les contribuables de la région Auvergne-Rhône-Alpes et chef du groupe républicain à l'Assemblée nationale, affirmant annoncer qu'il avait signé une pétition initiée par le vicomte d'extrême droite Philippe de Villiers pour demander un référendum sur l'immigration. Dans cette pétition, dont il affirme qu'elle a déjà recueilli plus d'1 million de signatures sans qu'il soit possible de le vérifier, Villiers écrit notamment « Nous sommes en train de changer de peuplement, nous sommes en train de changer d'art de vivre, nous sommes en train de changer de civilisation. Si nous ne faisons rien, c'est la fin de la France. » Fin de citation. Le peuple français sera dans quelques décennies maintenant, le peuple historique français sera minoritaire chez lui. Il reprend donc à son compte la fantasmagorie conspirationniste et raciste du grand remplacement, selon laquelle la population française et européenne serait en passe d'être remplacée par des populations immigrées principalement musulmanes, et c'est à cette pseudo-théorie que Laurent Wauquiez adhère lui aussi, lorsqu'il se vante d'avoir signé une pétition xénophobe, mais il est vrai qu'il aurait tort de se gêner puisque les commentateurs autorisés font comme si son parti appartenait toujours à ce qu'ils appellent l'arc républicain. Moi, je veux pas mourir. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. Mais moi, je veux pas mourir. C'est mon pays. Ce sont mes racines. En France, comme aux États-Unis, dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Charlie Kirk, le commentariat dominant a rendu hommage aux disparus, qui a presque partout été présenté comme un simple conservateur et comme un champion de la liberté d'expression. L'éditocrate Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui ne reste jamais très longtemps sans lancer des accusations d'antisémitisme parfaitement dégueulasses contre des gens qui dénoncent le génocide en cours à Gaza. Israël n'est pas coupable de génocide. Une guerre où on avertit les habitants, comme on l'a fait encore aujourd'hui, de se déplacer vers une zone humanitaire plus sûre avant de bombarder un immeuble, c'est pas un génocide. A reposté sur le réseau social d'un milliardaire d'extrême droite un message dont l'autrice américaine proclamait, je cite, « Je suis Charlie ». Le journal Le Figaro, propriété du groupe Dassault, qui ne manque jamais lui non plus d'intenter d'infâmes procès en antisémitisme contre les dénonciateurs du massacre des Palestiniens, a de son côté publié plusieurs articles extrêmement édifiants, comme par exemple une tribune dont l'autrice proclamait fièrement qu'elle aimait beaucoup Charlie Kirk, fin de citation, ou une chronique du publiciste réactionnaire Mathieu Bock-Côté, expliquant très sérieusement que la modernité croyait avoir dépassé le problème de la violence en politique, mais qu'avec la mort par balle du jeune leader conservateur américain, cette dernière a ressurgi avec fracas. Fin de citation. Le journal Le Monde, qu'il décrit de son côté comme un influenceur charismatique, a quant à lui expliqué que l'assassinat de Charlie Kirk replongeait les États-Unis dans la violence politique. Voici maintenant quelques proférations relevées la semaine dernière par la presse et les médias progressistes américains de celui que Le Figaro présente donc à titre posthume comme un aimable conservateur. En avril 2023, il déclarait que la défense du sacro-saint droit de détenir des armes, consacré par le 2e amendement de la Constitution des États-Unis, justifiait amplement quelques décès par arme à feu chaque année. Fin de citation. En mai 2023, il expliquait, je cite encore, « C'est un phénomène courant dans les villes américaines. Des Noirs rôdent pour s'amuser et cibler des Blancs. C'est un fait. C'est de plus en plus fréquent. » Happening all the time in urban America. Prowling blacks go around for fun to go target white people. That's a fact. En septembre 2023, il déclarait, je cite encore, que les personnes transgenres étaient une abomination. Whoever does these things is an abomination to the Lord your God. You hear that, William Thomas? You're an abomination to God. En octobre 2023, il expliquait « Les donateurs juifs ont été le principal mécanisme de financement des politiques radicales d'ouverture des frontières, néolibérales et quasi-marxistes, des institutions culturelles et des associations. » Fin de citation. Jewish donors have been the number one funding mechanism of radical open border neoliberal quasi-Marxist policies, cultural institutions, and nonprofits. This is a beast created by secular Jews. And now it's coming for Jews, and they're like, what on earth happened? Et c'est pas fini. En juin 2024, il citait la Bible pour expliquer que les gays devaient être lapidés à mort. In a lesser referenced part of the same part of Scripture is in Leviticus 18, is that thou shalt
lay with another man shall be stoned to death. Just saying. Et au mois d'août dernier, encore. Ça fait beaucoup là, non? il soutenait que les femmes devaient rejeter le féminisme et se soumettre à leur mari, et que les musulmans projetaient de conquérir l'Europe par le remplacement démographique. About mass demographic replacement. Because if you can't win over the population, or if you hate the population, which they do, then you need to replace that population. En somme, Charlie Kirk, qui est aujourd'hui présenté comme un champion bien tempéré de la liberté d'expression, dont l'assassinat signerait le retour de la violence politique, était en réalité un prêcheur de haine, antisémite, islamophobe, homophobe, transphobe, raciste et sexiste, qui lançait régulièrement des diatribes d'une extraordinaire brutalité contre des minorités et des adversaires politiques. Mais cela ne semble pas déranger les éditocrates qui saluent sa mémoire. Et bien sûr, et contrairement à ce que prétendent Le Figaro et Le Monde, ce meurtre ne replonge pas les États-Unis dans la violence politique, car cela fait de très longues années que cette violence, de plus en plus débridée, est partout dans ce pays, quotidiennement attisée par Donald Trump, qui avait déjà lancé ses partisans d'extrême droite à l'assaut du Capitole de Washington le 6 janvier 2020, une attaque qui avait fait plusieurs morts, et dont la cruauté, depuis sa réélection au mois de novembre 2024, ne semble plus avoir aucune limite. Charlie Kirk, may I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks. They've just started construction of the new ballroom for the White House. Le 17 avril 2025, le magazine Le Point, propriété du groupe Pinault, a publié un article annonçant que Louis Sarkozy, fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, envisageait de se lancer en politique lors des élections municipales de 2026. C'est la naissance du Christ, quoi. Le 14 mai 2025, Le Point a publié un entretien avec Louis Sarkozy dans lequel celui-ci expliquait, je cite, « Je suis un nationaliste profond ». Le 11 septembre 2025, Le Point a publié un article annonçant que Louis Sarkozy avait dévoilé le prénom de son fils et expliqué qu'il fallait absolument que ce soit un prénom romain. Le 13 septembre 2025, Le Point a publié un article annonçant que Louis Sarkozy avait dévoilé le régime drastique qu'il avait suivi pour perdre du poids. Et finalement, le 14 septembre dernier, Le Point a publié un article dont l'auteur se demandait avec beaucoup de gravité pourquoi les médias en font autant avec Louis Sarkozy et pourquoi ils offrent une telle vitrine au fils de l'ancien président qui s'affiche partout. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est une excellente question et on espère très fort que la direction du Point aura fourni à son journaliste une réponse satisfaisante. C'est pas si mal. Il est pas cool, mini Sarko, quand même. Le 15 septembre, l'Institut de sondage IFOP a publié les résultats édifiants d'une enquête sur l'état d'esprit des Français face à la situation économique et sociale actuelle de la France, réalisée pour le journal L'Humanité. Le premier enseignement de ce sondage est que plus de la moitié des sondés se disent révoltés par cette situation. Qui aurait pu prédire? Mais le plus intéressant est la liste des sujets qui les mettent en colère et qu'il faut énumérer attentivement, soit dans l'ordre, la situation de crise que connaissent les institutions comme l'école ou l'hôpital, puis le fait que de nombreux salariés ne parviennent pas à boucler leur fin de mois, puis la fraude fiscale, puis la situation de précarité touchant des millions de Français et la multiplication du nombre de personnes sans domicile fixe, puis les inégalités sociales, puis la crise politique et parlementaire issue des élections législatives de juin et juillet 2024, dont Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu ont confisqué le résultat, puis la radicalisation de la contestation politique, puis l'absence d'avancées significatives en matière de lutte contre le réchauffement climatique, puis enfin la crise humanitaire en cours à Gaza, à la suite de ce que l'IFOP appelle le conflit entre Israël et le Hamas. D'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Cette liste est extrêmement intéressante car elle révèle que les principales préoccupations des habitants de ce pays touchent donc à la justice sociale, fiscale et environnementale et qu'ils sont horrifiés par le génocide en cours à Gaza, mais que contrairement à ce que prétendent Philippe de Villiers et Laurent Wauquiez, parmi d'autres, l'immigration ne compte pas au nombre de leurs principaux sujets d'inquiétude et d'irritation, et qu'ils n'adhèrent donc pas aux élucubrations de la droite et de ses journalistes d'accompagnement sur une prétendue submersion migratoire. Mon enquête était au point mort. Je me sentais abattu, lessivé, comme un boxeur au fond des cordes qui se bat contre son ombre. Et si cette vague de submersion migratoire n'était qu'un mythe comme le monstre du Loch Ness ou le clitoris? Si la vague n'existait pas, alors au moins le sentiment de submersion, lui, devait bien être réel. Il me fallait tenter le
tout pour le tout. Qu'est-ce qui vous oppresse le plus, vous? Le prix de votre loyer ou l'immigration? Le prix de mon loyer. Pour la gauche, dont le programme qui lui a permis de remporter les dernières législatives répondait très précisément aux soucis exprimés dans le sondage de l'IFOP, c'est une excellente nouvelle. On espère, sans trop y croire, que les socialistes qui ont passé les dernières semaines à répéter qu'il fallait affaiblir ce programme vont enfin comprendre qu'être de gauche implique principalement de renoncer définitivement à être de droite. Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique. On revient dans 15 jours avec peut-être quelques tout petits ajustements.